Les vaccins inactivés sont caractérisés par le fait qu'ils ne sont pas capables de se multiplier, donc pas de réplication, d'accord? Mais ils doivent être immunogéniques. Ils doivent être immunogéniques, donc capables de stimuler la réponse immunitaire. Quels sont les avantages? Les avantages, c'est que ces vaccins inactivés ne peuvent pas causer d'infection puisqu'ils sont inactifs. Ce sont des particules d'agents infectieux, d'accord? Des fragments, j'allais dire, d'agents infectieux. Donc, ils ne peuvent pas causer une infection. Ils ne peuvent pas revenir à des formes pathogènes, ce n'est pas possible. D'accord? Par contre, l'inconvénient, c'est que ils ne sont pas capables de se répliquer. Et parce qu'ils ne sont pas capables de se répliquer, vous pensez qu'il va y avoir quelques conséquences du fait qu'ils ne savent pas se répliquer. Eh bien, s'ils ne peuvent pas se répliquer, ça veut simplement dire de manière indirecte ou de manière directe, si vous voulez, c'est que il ne va pas y avoir de fortes réponses immunitaires. D'accord? Il ne va pas y avoir de fortes réponses immunitaires. Et d'une part, et d'autre part, l'immunité va aussi s'amenuiser assez rapidement comparé à un vaccin atténué. Donc, vous avez besoin de plusieurs doses de rappel. Et pourquoi vous avez besoin de plusieurs doses de rappel? Eh bien, parce que ces vaccins ne sont pas capables de se multiplier. D'accord? Donc, votre corps, qui est doté de mécanismes de détoxification, va se débarrasser de ces particules parce que ce sont des agents étrangers. Donc, si je vais au niveau cellulaire, vous avez le Smooth Endoplasmic Reticulum, qui est le réticulum endoplasmique lisse. D'accord? Ce réticulum endoplasmique lisse va se débarrasser de beaucoup de particules. D'accord? Vous avez les peroxysomes, okay, qui peuvent se débarrasser de beaucoup de particules. Enfin bon, bref, je vais fermer cette parenthèse-là, mais il faut réellement repartir à un niveau cellulaire pour comprendre pourquoi plusieurs doses de rappel sont nécessaires. D'accord? Et puis, au niveau des vaccins inactivés, à cause de leur forme, ce sont des particules. D'accord? Là, vous allez parfois avoir besoin d'adjuvants. C'est quoi un adjuvant? Un adjuvant est une molécule qu'on attache à un antigène pour rendre cet antigène-là plus immunogénique qu'il ne l'est naturellement. D'accord? Donc, ça permet d'améliorer la réponse immunitaire aux antigènes. OK? Ces adjuvants permettent de retenir l'antigène et libérer l'antigène lentement. En libérant l'antigène lentement, on va avoir une production de la protection qui est progressive. Et parce que naturellement, si sans adjuvant, il faut plusieurs doses et que le vaccin ne peut pas se multiplier, la particule ne peut pas se multiplier, donc elle a tendance à être élaguée, éliminée rapidement. Avec l'adjuvant, il y a la possibilité de libérer lentement l'antigène au fil du temps, de sorte qu'il y ait une réponse immunitaire progressive. Et c'est en réalité la raison pour laquelle vous avez besoin souvent d'adjuvants lorsqu'il s'agit de vaccins inactivés. Et puis, certains adjuvants peuvent déclencher une réponse inflammatoire. Okay? Parce qu'en général, c'est des grosses particules. Okay? Parce que c'est des grosses particules, ça crée des encombrements stériques. Et ces encombrements stériques peuvent conduire de manière directe ou indirecte aux réponses inflammatoires. Alors,
comment est-ce que on produit les vaccins inactivés? Ces vaccins inactivés, peut-être que je dois revenir un peu en arrière. D'abord, on va regarder les vaccins inactivés à agent entier, c'est-à-dire toute une bactérie qui a été inactivée. Comment est-ce qu'on la traite? Donc là, nous avons réellement le cas d'un micro-organisme qui est tué ou bien d'un virus qui est complètement inactivé. D'accord? Et comment c'est rendu possible? C'est rendu possible par l'utilisation du formol, d'accord? Soit l'utilisation du formol ou un autre produit chimique qui ne modifie pas les épitopes de manière significative. Alors la question, c'est quoi un épitope? Un épitope est une région d'un antigène qui est capable de provoquer une réponse immunitaire. C'est ça un épitope. Je voudrais que vous vous souveniez de la définition d'un épitope, que vous regardiez la définition d'un épitope. D'accord? Alors, question. Vu que vous êtes en licence de biotech, de biomed, j'ai parlé de formol, d'accord, qui peut être utilisé pour en fait produire des agents inactivés. Question, puisque vous êtes en licence et que vous vous préparez à rentrer par exemple en maîtrise où vous allez faire un peu de recherche. Question, quelle est la nature chimique du formol? Je voudrais que vous vous posiez cette question-là et je voudrais que vous alliez chercher des informations par rapport à cela. Quelle est la nature chimique du formol? 1. 2. Où est-ce qu'on peut trouver le formol? Est-ce qu'on peut trouver le formol au Gabon? Si oui, où est-ce qu'on le trouve? Sinon, est-ce que c'est possible de produire le formol? Comment est-ce qu'on produit le formol? Alors, je vous pose ces questions-là parce que je voudrais que vous réfléchissiez comme des gens qui veulent apporter des solutions à votre communauté. D'accord? Donc, au-delà d'apprendre l'information et de vous préparer pour l'examen, je voudrais que vous vous posiez la question, mais au fait, ces informations qu'on est en train d'apprendre avec professeur Ingrouan, comment est-ce que ça peut nous servir? Et comment est-ce que ça peut servir notre communauté? Être des agents du changement, un changement positif. Encore une fois de plus, vous êtes des atouts pour votre communauté en participant à ce cours d'immunopathogénèse. Vous devez faire valoir ces atouts-là. D'accord? Donc, je vous donne des questions auxquelles vous allez réfléchir, qui peuvent être des sujets de recherche, d'accord? Sans aller trop en détail pour l'instant, mais depuis qu'on a commencé, j'ai posé un certain nombre de questions. Je voudrais réellement que vous soyez acteurs dans cette classe et que vous soyez porteurs de ces questions-là et que vous apportiez des réponses. D'accord? Quels sont les exemples de vaccins inactivés entiers? Vous avez par exemple le vaccin de la grippe, qui est un vaccin qu'on prend chaque saison. Moi, je me vaccine de la grippe chaque saison. Le vaccin contre la rage et le vaccin contre l'hépatite A. Ça, ce sont des exemples de vaccins à agents entiers inactivés. Souvenez-vous de ces quelques exemples. Et puis, vous avez des vaccins inactivés
qui sont des vaccins toxoïdes. Des vaccins toxoïdes sont des vaccins qui sont des dérivés des toxines. OK? Des dérivés des toxines. Donc là, on a une destruction de la partie toxique de la toxine. D'accord? On va simplement retenir les épitopes. Encore une fois de plus, c'est quoi un épitope? Je voudrais que vous sachiez ce que c'est qu'un épitope. D'accord? Et on va simplement retenir les épitopes qui sont antigéniques. D'accord? Un exemple de vaccin toxoïde, c'est le vaccin contre la diphtérie et le vaccin contre le tétanos. Et puis, vous avez des vaccins sous-unitaires. Ces vaccins sous-unitaires sont en fait des vaccins qui sont composés de protéines clés, okay, ou des fragments antigéniques d'un pathogène. Okay? Alors, ce que ces vaccins unitaires font, c'est d'éviter les parties cellulaires pouvant provoquer des effets secondaires. Parce que si vous prenez par exemple la toxine de la coqueluche, okay? La toxine de la coqueluche a une forme, c'est une grosse protéine, d'accord? Mais dans cette grosse protéine-là, on ne va retenir que le fragment qui est d'une part immunogénique et d'autre part qui n'a pas de segment qui peut provoquer une maladie de quelque manière que ce soit. D'accord? Et d'ailleurs, le vaccin de la coqueluche, un des acteurs principaux du vaccin de la coqueluche, c'est Camille Locht. Okay? Camille Locht, c'est un Belge. Eh bien, Camille Locht, un chercheur d'origine belge à l'Institut Pasteur de Lille, c'est le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse de doctorat dans la tuberculose. Parce que dans son laboratoire, il y avait deux thématiques, la tuberculose et la coqueluche. Moi, je travaillais sur la tuberculose, d'autres de mes camarades et les autres collègues travaillaient sur la coqueluche. Eh bien, Camille Locht est un chercheur clé qui a développé le vaccin contre la coqueluche et il en a développé d'autres. D'accord? Donc, fermons un peu cette parenthèse-là. Donc, des exemples de vaccins acellulaires, c'est le cas du vaccin AP, d'accord? Acellulaire, ok? Pertussis. Pertussis, c'est la bactérie, ok? Alors, vous avez des vaccins sous-unitaires recombinants. Et dans les vaccins sous-unitaires recombinants, là, on commence à parler réellement, bon, c'est pas qu'on n'a pas parlé des organismes génétiquement modifiés avant, mais là, ici, les recombinants, là, on est en plein cœur des manipulations génétiques, d'accord? Donc, ces vaccins sont produits à partir de micro-organismes génétiquement modifiés. Et ces micro-organismes génétiquement modifiés vont produire des particules qui vont donner une certaine protection contre des antigènes, donnant une immunisation. Des exemples de vaccins sous-unitaires recombinants, c'est par exemple le vaccin de l'hépatite B, d'accord? Et dans les vaccins d'hépatite B, en fait, les cellules de levure produisent une partie de la capside, non pas tout le virus, mais juste une partie de la capside, la partie immunogénique, qui va faire que
lorsqu'on va être exposé au virus de l'hépatite B, eh bien, on aura des anticorps présents contre les antigènes de surface de ce virus-là. Et puis, vous avez des VLPs. Les VLPs sont aussi appelés virus-like particles. Virus-like particles. Ce sont des particules qui ressemblent au virus. Okay? Ces particules ressemblent au virus parce que, simplement, elles sont constituées comme un virus. C'est-à-dire qu'elles ont une partie qui représente en fait la capside et puis une partie qui peut ressembler à l'information génétique. Mais en réalité, ces vaccins sont des capsides vides. Okay? Ce sont des capsides vides qui sont produites par des organismes génétiquement modifiés. Un exemple de vaccin VLP, donc virus-like particles, c'est le virus du papillome humain, le VPH, virus du papillome humain. Okay? Et puis, vous avez les vaccins polysaccharides. Alors, enfin, les vaccins polysaccharidiques. Les vaccins polysaccharidiques sont des vaccins qui proviennent des capsules. OK? Ces capsules sont des dérivés des bactéries, par exemple. Ces vaccins ne sont pas toujours efficaces chez les jeunes enfants. OK? Ne sont pas efficaces chez les jeunes enfants. Et pourquoi? Parce que les polysaccharides ici sont antigènes T indépendants. En d'autres termes, les cellules T ne sont pas très impliquées ici. OK? Antigène T independent, ça veut dire simplement que les cellules T ne jouent pas un rôle très important ici. Parce que les cellules T ne jouent pas un rôle très important, et vous connaissez le rôle des cellules T dans la régulation du système immunitaire ou de la réponse immunitaire, eh bien, vous allez avoir une faible réponse immunitaire, ce qui est un problème. D'accord? Ce qui est un problème. Donc, du coup, ça ne va pas être les vaccins les plus populaires, mais on prend toutes les solutions possibles pour pouvoir résoudre nos problèmes. Ce qui fait qu'on va quand même utiliser cette approche. Des exemples de vaccins sont des vaccins anti-pneumococcis, okay, qui sont utilisés chez les adultes. Et puis, vous avez les vaccins conjugués. On a déjà parlé des adjuvants, d'accord? Donc, ces vaccins conjugués sont réellement des vaccins avec des adjuvants. Okay? Ils sont attachés à quelque chose. Okay? Ce sont des polysaccharides qui sont liés aux protéines. D'accord? Et ces vaccins conjugués convertissent le polysaccharide en antigène T dépendant. Et une fois que le polysaccharide devient antigène T dépendant, ça veut dire que les cellules T vont participer à la réponse immunitaire. Et une fois que les cellules T participent à la réponse immunitaire, vous avez les anticorps qui vont être produits en grande quantité. Vous avez les cytotoxiques qui vont être produits en grande quantité. Donc, vous avez parlé, peut-être que vous avez parlé de l'expansion clonale, d'accord? L'expansion clonale des cellules T, l'expansion clonale des cellules B, d'accord, qui deviennent des plasma cells, d'accord, les cellules qui sont spécialisées dans la production des anticorps, d'accord. Alors, il y a certains vaccins tels que
HIB, qui est le Haemophilus influenza type B. OK? Et ce vaccin Hep B a permis en fait l'élimination de la méningite chez les enfants. D'accord? Vous avez le vaccin contre le Streptococcus pneumoniae, OK? Qui en fait est un vaccin qui est toujours en essai dans plusieurs pays et qui va en fait causer la protection contre plusieurs genres d'infections. C'est un vaccin qui est encore en investigation. Et puis, vous avez les vaccins qui utilisent les acides nucléiques comme base de vaccination. Alors, ces vaccins qui utilisent les acides nucléiques vont utiliser soit un segment d'ADN, soit un segment d'ARN. Dans tous les cas, l'ADN et l'ARN sont nus. En d'autres termes, l'ADN n'est pas dans une enveloppe, l'ARN n'est pas dans une enveloppe. En général, ces ADN et ces ARN vont provenir d'agents infectieux, mais on ne va isoler que l'aspect immunogénique du génome. En d'autres termes, si tu considères par exemple un virus, les virus à enveloppe ont souvent des épines, ce qu'on appelle les spikes. Okay? On peut isoler le gène qui code pour les spikes dans le génome du virus. Et c'est ce gène-là qui va être utilisé comme vaccin. Et ce qu'on a comme espoir, c'est que lorsqu'on injecte cet acide nucléique, que le corps va exprimer d'une part le gène et que le gène maintenant exprimé va provoquer une réponse immunitaire. D'accord? Donc, c'est quand même plusieurs étapes et on peut se dire que est-ce qu'on ne risque pas d'éliminer l'acide nucléique? D'accord? Oui, il y a beaucoup de risques d'élimination de l'acide nucléique. C'est pour ça qu'il va falloir penser à d'autres solutions de comment, en fait, emmener cet acide nucléique-là dans les cellules cibles pour que l'information génétique soit exprimée. Et c'est là où on va commencer à réfléchir à différents vecteurs. D'accord? Quels sont les vecteurs qui vont transporter l'ADN? Quels sont les vecteurs qui vont transporter l'ARN pour que la personne qui reçoit le vaccin puisse produire l'antigène. D'accord? Alors, donc, les vaccins à base d'acide nucléique donc, contiennent l'ADN ou l'ARN. D'accord? Ils sont nus. Ils viennent d'agents infectieux. Certaines cellules vont exprimer des gènes pendant une courte période et cette expression des gènes va causer une réponse immunitaire. OK? Donc, induire une réponse immunitaire. En général, pas en général, mais il y a aussi les adjuvants. Les adjuvants, j'ai déjà parlé des adjuvants. OK? Je vais quand même encore mentionner ça ici. Les adjuvants sont ces molécules, souvent des polysaccharides, mais ce n'est pas seulement des polysaccharides. Il y en a différents. Il y a des protéines adjuvants, OK? Qui sont associées au vaccin inactivé pour stimuler la réponse immunitaire. Donc, vous avez déjà entendu adjuvant plusieurs fois. Donc, vous devez déjà réellement connaître ça. Alors, là, nous allons passer un peu plus de temps sur les vaccins à base d'acide nucléique. Sur les vaccins à base d'acide nucléique, nous avons les vaccins à ARN messager. Les vaccins à ARN messager.
Ces vaccins à ARN messager, la question que vous devez vous poser est la suivante. Si on a un ARN messager qui est nu, la question est comment est-ce qu'on fait pour conserver cet ARN messager de telle sorte que on puisse l'injecter à un individu et que cet ARN messager ne soit pas dégradé lors de l'injection ou après l'injection et que cet ARN-là entre quand même dans les cellules. Par quel mécanisme on fait en sorte que cet ARN puisse aller rentrer dans les cellules de l'hôte, si vous voulez. Okay? Là, on va recourir à différentes technologies et c'est là où je vous lance encore un défi. C'est d'aller regarder, creuser quelles sont les technologies qui sont utilisées pour développer les vaccins à ARN et développer les vaccins à ADN. Quelles sont les technologies qui sont utilisées? Encore une fois de plus, vous êtes jeunes. Vous êtes les gens qui vont trouver les solutions aux problèmes d'aujourd'hui et aux problèmes de demain. Donc, allez-y chercher l'information. D'accord? Alors, une partie de la solution, ce n'est pas toute la solution, une partie de la solution, ce sont des nanoparticules. Les nanoparticules, c'est simplement des lipides qui vont se constituer autour des ARN. Alors, vous voyez, vous avez un ARN ici, une particule ARN ici, une particule ARN, une particule ARN, et on met tout plein de phospholipides. Et ces phospholipides-là peuvent être modifiés. Bon, ça n'a pas d'importance, d'accord? Mais la réalité, c'est que ces lipides sont tellement petits qu'on va avoir une petite particule comme celle-ci. Souvenez-vous, les lipides font partie des biomembranes, d'accord? Les phospholipides, ok? Et dans les phospholipides, il y a différents genres de phospholipides. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, ok? Qu'à cela ne tienne, ça c'est une particule qui est très petite, mais cette particule a l'avantage d'avoir des phospholipides. Et ces phospholipides qu'on trouve dans cette particule sont capables d'interagir avec les phospholipides qu'il y a dans vos cellules. Et c'est là l'avantage des nanoparticules. Okay? Parce que les nanoparticules vont aller interagir avec vos membranes et vont simplement pousser les ARN dans la cellule. Et une fois que l'ARN se retrouve dans le cytoplasme, vous souvenez-vous, c'est l'ARN messager. D'accord? Et dans le cytoplasme, qu'est-ce qu'il y a qui traite avec l'ARN messager? Il y a les ribosomes. Et qu'est-ce que les ribosomes font? Les ribosomes font de la traduction. Et une fois qu'il y a traduction, nous avons des protéines. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que la cellule va faire de ces protéines-là. Ces protéines-là vont parfois être exportées. Et quand ces protéines sont exportées, se retrouvent à l'extérieur. Et c'est là où le système immunitaire va regarder que, hey, il y a une nouvelle protéine ici, on ne sait pas d'où elle vient. On la regarde, elle n'a pas l'air de ressembler au soi. Donc, c'est du non-soi. Et comme c'est du non-soi, nous devons fabriquer des anticorps contre ce non-soi-là. D'accord? Donc, des nanoparticules qui sont absorbées par endocytose. Et puis après endocytose, il y a fusion avec des endosomes. D'accord? Et les vaccins à ARN ont cette particularité que c'est facile de fabriquer ces nanoparticules. OK? C'est facile de fabriquer ces nanoparticules et c'est rapide. Je ne dis pas que ça ne pose pas certains
défi technique, mais c'est faisable. D'accord? Par contre, un des problèmes majeurs qui existent avec les vaccins à ARN, c'est que vous devez conserver ces vaccins à ARN à de très basses températures, comme moins 80 degrés Celsius. Moins 80, ce n'est pas rien. Votre congélateur à la maison, il va jusqu'à peu près moins 20 degrés Celsius. OK? Donc, les moins 80, c'est vraiment des conditions de congélation qui sont extrêmes. OK? Donc, ils doivent être gardés à très basse température, ce qui pose un problème. Par exemple, si vous devez amener la dose de Libreville à Mécambo, bon, avec les conditions des routes, quelle est la probabilité que vous prenez le vaccin à moins 80 à Libreville, vous arriviez à Mécambo, ce vaccin est toujours à moins 80. Bon, question. D'accord? Donc, ça, c'est juste des questions techniques qui sont aussi importantes que la fabrication du vaccin lui-même. Alors, je vais vous donner une idée d'à quoi ressemblent les particules qui sont utilisées dans les nanoparticules. D'accord? Vous avez des lipides de différents genres. Alors, je ne vais pas vous demander de mémoriser ou de connaître ces lipides. Je veux simplement que vous soyez conscient du genre de lipides qui peuvent être utilisés dans le cas de la production de vaccins en utilisant des nanoparticules. Donc, ce sont des lipides qui ne sont pas extraordinaires. D'accord? Si vous avez de bons chimistes qui font de la chimie organique, ils sont capables de produire ces lipides-là. D'accord? Il y a certains qui sont naturels, certains peuvent être produits de manière synthétique. Ce n'est pas impossible. D'accord? Et ce que je veux réellement vous faire comprendre, c'est qu'en réalité, vous pouvez commencer à réfléchir au fait, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer les nanoparticules? Quelles sont les machines qu'on utilise pour fabriquer les nanoparticules? Est-ce que des nanoparticules existent dans la nature? Si oui, où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce qu'on peut les isoler? Est-ce qu'on peut les mélanger à l'ARN messager et puis voir un peu concrètement, être capable de quantifier les nanoparticules qui ont l'ARN à l'intérieur d'elles et les nanoparticules, les 1, 2, 3, les nanoparticules qui n'ont pas l'ARN à l'intérieur d'elles. D'accord? OK? Encore une fois, soyez propriétaires de la connaissance ici. D'accord? Ne soyez pas simplement des gens qui absorbent. Je veux que vous soyez des acteurs. Vous posiez des questions. D'accord? Et ce sont ces questionnements-là qui vont réellement nous permettre d'avancer dans la bonne direction. OK? Encore d'autres types de vaccins à base d'acide nucléique. Vous avez les vaccins à vecteur viral. Qu'est-ce que ça veut dire un vaccin à vecteur viral? Un vaccin à vecteur viral veut simplement dire que vous avez un virus qui n'est pas très virulent, comme par exemple le virus de... Je ne veux pas parler du virus de la grippe, the common cold virus. Comment ça s'appelle? Le mot m'échappe en français, mais ce qu'on appelle les rhinoviruses, les common cold viruses. Ces common cold viruses n'ont jamais tué personne. OK? Les rhinovirus ne tuent pas les gens. Donc, on peut utiliser ces rhinovirus-là
comme vecteur pour pouvoir emmener l'ARN messager ou l'ADN qui contient des informations pour un antigène très antigénique, d'accord? Très immunogénique, je vais dire, très immunogénique, qui va causer une réponse immunitaire significative. D'accord? Donc, ça, c'est des exemples. Par exemple, Moderna, le vaccin COVID Moderna est un vaccin qui utilise cette technologie-là. D'accord? Est-ce que c'est le vaccin Moderna? Ok, le vaccin Pfizer, c'est ARN. J'ai un trou de mémoire, je dois vérifier. Oui, j'ai un trou de mémoire, je dois vérifier. Je vais vous apporter la bonne information après. Alors, ici, nous utilisons un vecteur viral, ok, comme système de délivrance de l'antigène à la personne qu'on vaccine. D'accord? Il a l'avantage d'être peu coûteux à fabriquer. Il peut se conserver à température ambiante. OK? Malheureusement, il arrive que certaines personnes sont immunisées contre le vecteur. Et si certaines personnes sont immunisées contre le vecteur va être détruit avant même que le vecteur n'ait libéré le facteur le facteur qui va causer le développement d'une réponse immunitaire. OK? Donc, parce que certaines personnes sont immunisées contre le vecteur, ça peut provoquer des petits soucis. Donc, il faut toujours être conscient de cela. Ici, nous avons les vaccins à vecteur viral. D'accord? Donc, vous avez un génome viral. Ici, vous avez un gène particulier qui va nous être d'intérêt. Donc, nous allons isoler ce gène-là qu'on va mettre dans une capsule. OK? Et finalement, nous avons un virus qui est en fait, qui n'est pas pathogène. Bon, qui n'est pas pathogène, qui n'est pas capable de causer une vraie maladie capable de vous anéantir. D'accord? Mais par contre, quand le virus vous infecte, il est capable de transférer ce gène qui va être exprimé. Et parce qu'il va être exprimé, maintenant, après expression, vous allez voir le produit du gène là sur le virus. Et ce produit du gène va maintenant causer une réponse contre cet antigène-là et donc une production. Ah, oui, ce n'était pas Moderna, c'était Johnson & Johnson. There we go. C'était Johnson & Johnson. Donc, Moderna et Pfizer ont exactement la même technologie, c'est-à-dire ce sont des virus, qu'est-ce que je raconte? Des vaccins à nanoparticules, d'accord, et qui amènent l'ARN messager, et l'ARN messager est produit, est exprimé, et puis il y a production des protéines qui sont antigéniques. Donc, Pfizer et Moderna sont des vaccins à nanoparticules qui contiennent de l'ARN messager, alors que Johnson & Johnson, OK, Johnson & Johnson et un autre producteur, c'est AstraZeneca. OK, les deux sont ici aux États-Unis. C'est des gars qui ont modifié le virus, les rhinovirus, pour en fait produire ces spikes. Et ces spikes-là vont en fait développer une réponse immunitaire. Ce qui est d'ailleurs cool. Vous avez ici, un peu plus en détail, ce qui se passe
lorsque le vaccin à vecteur viral vient dans le corps. Lorsque le vaccin à vecteur viral vient dans le corps, ce qui se passe, c'est que ce vaccin à vecteur viral, bien entendu, il a un gène d'intérêt. Ce gène d'intérêt est le gène qui va faire en sorte que, eh bien, le corps puisse produire des anticorps contre l'antigène. Donc, on va faire ce qu'on appelle une injection intramusculaire. Après cette injection-là, qu'est-ce qui va se passer? Le virus va rentrer dans le corps et en rentrant dans le corps, ce virus-là va libérer le génome, d'accord? Et ce génome contient une séquence en particulier qui nous intéresse et cette séquence va être produite, d'accord? Va produire des protéines et ces protéines-là vont être exportées hors de la cellule par exocytose. Et une fois que les protéines sont exportées, ces protéines-là sont reconnues par des cellules dendritiques et les macrophages. Et ces cellules dendritiques et macrophages sont des cellules présentatrices d'antigènes. Et en tant que cellules présentatrices d'antigènes, vous allez voir une cascade d'événements. OK? Donc, vous avez les cellules présentatrices d'antigènes d'une part, mais d'autre part, vous avez aussi les antigènes qui sont simplement en train de flotter après exocytose. Et ces antigènes qui sont en train de flotter après exocytose vont être opsonisés. Et après opsonisation, vous allez avoir l'expansion clonale. L'expansion clonale de quoi? L'expansion clonale des cellules B. OK? Donc, vous avez les cellules B ici. L'expansion clonale des cellules T. Vous avez les cellules T ici. Et une fois qu'il y a expansion clonale des cellules B, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des anticorps anti ces antigènes-là. D'accord? Et à ce moment-là, les antigènes vont être neutralisés et détruits. Donc, vous allez avoir deux genres de réponses. Vous allez avoir une réponse cellulaire, vous allez avoir une réponse immunitaire. D'accord? Et ces deux réponses vont donner une protection qui va garantir réellement une protection à long terme. OK? Bon, à long terme, ça dépend des conditions. Et puis, les vaccins à ADN. Alors, les vaccins à ADN, je n'en connais pas encore qui soient réellement communs, facilement accessibles. Donc, ces vaccins à ADN, pour la majorité, sont encore dans le stade expérimental. Et la raison pour laquelle la majorité sont encore dans le stade expérimental, c'est aussi pour une question d'éthique. D'accord? Il y a plusieurs questions autour de l'utilisation de l'ADN comme agent vaccinal. Ces ADN, en général, sont plasmidiques, d'accord? Qui sont portés par un plasmide qui est recombinant contenant un antigène, d'accord? Ces vaccins ne sont pas encore approuvés pour l'utilisation chez les humains aux États-Unis. Je ne pense pas que ça existe ailleurs. Peut-être que ça existe, mais je n'en sais rien. Donc, ces vaccins, en général, sont dans un dispositif sans seringue, OK? Et peuvent être utilisés, par exemple, bon, dans des pays comme, apparemment, en Inde, ça a été utilisé pour la lutte contre le Covid. Bon, je n'ai pas réellement lu de papier sur ça, donc je ne peux pas véritablement vous dire avec certitude que c'est bon, que c'est effectif. OK? Alors, l'ADN est une molécule très stable. Parce que l'ADN est très stable, c'est facile d'adapter l'ADN à plusieurs conditions. Donc,
comment un vaccin à ADN marcherait ou fonctionnerait. Les vaccins à ADN, donc vous avez l'ADN ici, qui va arborer le gène qui code pour l'antigène, d'accord? Et cet ADN, qui est un plasmide, va être transféré dans une cellule par voie de ce qu'on appelle la transfection. Donc, on peut faire la transfection d'une cellule présentatrice d'antigène, ok? Ou on peut faire la transfection d'une autre cellule qui n'est pas nécessairement une cellule présentatrice d'antigène. Qu'à cela ne tienne, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir production d'antigènes et cette production d'antigènes va induire une réponse immunitaire et vous allez voir une certaine cascade d'événements, d'accord? Donc, vous avez d'une part l'aspect des... comment on appelle ça? L'aspect des cellules B qui vont rentrer en activité contre les antigènes qui sont en train de flotter dans l'espace entre les cellules. Et puis, vous avez des cas des antigènes qui sont présentés par les cellules présentatrices d'antigènes. Okay? Et ces cellules présentatrices d'antigènes vont permettre d'activer les cytotoxiques, les cellules cytotoxiques. Et ces cellules cytotoxiques-là vont en fait causer l'apoptose des cellules infectées. Enfin bon, bref, vous avez les cytotoxiques et vous avez les cellules B. Les deux vont contribuer à la réponse immunitaire par voie d'expansion clonale, d'accord, et de donner une réponse, une bonne réponse et une réponse qui peut parfois se passer dans le long terme. Cette diapositive est une diapositive vraiment importante parce qu'elle vous donne une observation dans une seule diapositive, de voir les différentes formes de vaccins que vous pouvez produire. Vous avez par exemple les vaccins à vecteurs viraux inactivés, les vaccins vivants atténués, les vaccins à ARN messager, les vaccins basés sur les adénovirus, les vaccins inactivés, les vaccins protéiques à spicules recombinants, dont les spicules, en fait, c'est ce qu'on appelle les spikes. Okay? Les spikes. Vous avez les vaccins à protéines recombinantes. Vous avez les VLP, Virus-like Particles, okay? Les vaccins à ADN, les vaccins à vecteurs réplicatifs. Donc, cette diapositive vous permet réellement de faire un résumé de tous les vaccins dont on a parlé et des différentes manières de produire des vaccins. Donc, merci pour votre attention. C'était un peu long, mais ça prend ce que ça prend. Et puis, écrivez sur des papiers des questions que vous avez. Pensez aux questions que je vous ai posées et écrivez les réponses quelque part. En tout cas, dans les devoirs que vous allez recevoir, eh bien, vous allez devoir répondre à la majorité des questions que je vous ai posées. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous. On se retrouve la prochaine fois. Merci.